Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le soir de Noël, dans tous les pays de tradition chrétienne, la famille se resserre autour du foyer. On essaie d'oublier les problèmes quotidiens, les tracas, les inquiétudes, les dissensions, parfois même les drames. Une fois de plus, on sort de leur boîte les boules multicolores, on suspend les guirlandes, on installe les santons dans la crèche, on enveloppe les cadeaux de papier décoré. Les plus jeunes enfants ne tiennent plus en place. Que trouveront-ils demain devant la cheminée? On ouvre les huîtres, on met le vin blanc à rafraîchir, la joie se lit sur tous les visages. Pour un soir, pour quelques heures, tous les hommes, toutes les femmes retrouvent un peu de l'émerveillement de leur enfance. C'est pourtant un drôle de Noël que s'apprête à passer la famille Bardin le 24 décembre 1953 dans la petite ville de Margnac, aux confins de l'Aquitaine et du Périgord. En apparence, c'est une famille comme les autres, avec un père, chef de district à l'EDF, une mère bonne ménagère, 4 enfants âgés de 7 à 13 ans, une jolie maison, une existence paisible. Il y a de beaux cadeaux au pied de l'arbre de Noël. Il y a même un trop beau cadeau. Un manteau de fourrure pour Madame Bardin. Un vêtement comme elle n'en a jamais eu, qu'elle ne portera pas, c'est certain, sans un petit battement de cœur. On ne sait pas si les enfants se doutent de quelque chose, s'ils sentent avec cette intuition qu'ils manifestent parfois qu'un drame est en train de couver. Peut-être se donnent-ils tout entier à l'émerveillement de Noël. On le souhaite. On le souhaite avec beaucoup de force, parce que les enfants Bardin vivent là leur dernier jour de bonheur simple et de bonheur vrai. Le destin s'est déjà mis en marche. Qu'ils éclatent de rire, tant qu'ils en ont encore envie, cela ne leur arrivera plus d'ici longtemps. Oui, le destin s'est déjà mis en marche le samedi 26 décembre, aux premières heures de la matinée. Le commissaire Dufil de la police de Bordeaux, accompagné de 2 inspecteurs, se présentait au domicile de Bardin et priait celui-ci de les suivre. Raymond Bardin a débuté dans la vie quelques années avant la Deuxième Guerre mondiale comme chauffeur à l'énergie électrique du Sud-Ouest. La guerre venue, il rejoint les rangs de la résistance, participe à plusieurs actions clandestines et se fait arrêter par la Gestapo. Déporté à Dachau, il a la chance d'en revenir, mais il en revient profondément marqué, prématurément vieilli. Dès son retour, à cause de ses activités patriotiques, il connaît une promotion inhabituelle. Il est nommé chef de district de la toute jeune EDF à Margnac. Malgré l'insuffisance de sa formation technique, il remplit son rôle avec beaucoup de compétences, grâce notamment à sa rigueur professionnelle et à son intégrité. C'est un homme tranquille, au visage déjà lourd, au regard insistant, aux lèvres plutôt épaisses. Ses supérieurs l'apprécient. Il assure une existence aisée à sa femme et à ses 4 enfants, on pense de lui qu'il a réussi, et tout le monde trouve cela juste et naturel. Et pourtant, ce citoyen, apparemment sans histoire, mène depuis quelques mois une double vie. Et oui, on s'imagine volontiers que seuls les aventuriers ou les personnages de romans jouent leur existence sur plusieurs tableaux, présentent plusieurs visages, dédoublent leur emploi du temps, pas du tout. Les hommes les plus ordinaires, ceux que l'on ne remarque jamais, connaissent eux aussi bien souvent l'ivresse et l'angoisse d'une vie multipliée. Raymond Bardin n'a pourtant rien d'un coureur de jupons. Lucienne, c'est probablement sa première aventure. Il était forcé d'en sortir meurtri, blessé, bouleversé. Leur première rencontre a eu lieu le 6 août précédent, au hasard de la route, juste comme cela se passe au cinéma. Pour un peu, on n'arriverait pas à y croire. Bardin revenait en voiture vers Margnac, il était 12h30, et il se dit soudain qu'il arrivera trop tard chez lui pour déjeuner, et décide de faire halte au premier restaurant venu. Devant lui s'arrête une autre voiture, d'où descendent 3 dames. Il en connaît une, Marguerite Pascal, la femme d'un de ses collègues de l'EDF. On se salue, on se présente. Raymond Bardin, Madame Feldman, Lucienne Kléber.
On décide de déjeuner ensemble. Lucienne Kléber vient de Paris, elle a 31 ans, c'est une ravissante jeune femme rousse avec un visage finement dessiné. Elle est élégante, coquette, provocante même à l'occasion. Bardin est ébloui. Il n'avait jamais rencontré une telle femme dans sa vie. Les environs de Margnac en sont naturellement dépourvus. Il n'y a guère qu'au cinéma ou dans les magazines qu'il a pu en voir. Et voici que soudain le film est devenu réalité. Alors Bardin s'informe discrètement. Lucienne vit seule, ou plutôt sans mari, puisqu'elle élève avec l'aide de sa mère une fillette de 10 ans. Elle mène une vie apparemment très sage. Pourtant, elle n'a pas peur des hommes, c'est évident. Elle considère Bardin avec un regard malicieux. Mais il est rigolo, ce petit homme. Est-ce que ça vaudrait la peine de s'en amuser quelque temps? En tout cas, cela vaut certainement la peine d'essayer. Et toujours est-il que l'on se téléphone, que l'on se revoit, que des rendez-vous s'organisent, et que Raymond Bardin se jette dans la plus belle aventure de sa vie. Une aventure éblouissante, inespérée, réellement incroyable. Comment c'est bien lui, Raymond Bardin, l'incolore, le médiocre, l'inexistant, qui tient cette merveilleuse créature entre ses bras? Eh bien oui, c'est bien lui. Et voici qu'il ne supporte plus de rester incolore, médiocre, inexistant. Il s'invente une jeunesse, des diplômes, des propriétés. Il devient ingénieur, sorti des arts et métiers. Il possède des terres tout autour de Margnac. Il fait même allusion à un héritage qui le transformera bientôt en châtelain. Naturellement, il faut bien accompagner ses discours de preuves tangibles. Bardin se montre généreux. Non seulement il reçoit sa maîtresse dans des hôtels de premier ordre, mais encore il insiste pour l'aider à élever sa petite fille. Les enfants, il en a 4. Lui, Bardin, il sait ce que ça coûte. Et il ne supporterait pas l'idée que le cher ange puisse manquer de quoi que ce soit. Il donne de l'argent à Lucienne, il fait des cadeaux. Il parle même d'une pension régulière. En fait, il est tout juste en train de perdre la tête. Entièrement aveuglé par sa passion toute neuve, il ne voit pas ou il fait semblant de ne pas voir qu'il court tout droit vers l'abîme. D'où Raymond Bardin tire-t-il tout cet argent qu'il remet sans compter à Lucienne? C'est très simple. Il l'a d'abord tiré de ses économies. Bien que sa famille ne manque de rien, le ménage vit d'une manière assez modeste, mais le compte en banque est assez vite à sec. Alors Bardin commence à emprunter des sommes de plus en plus importantes à ses amis. Lucienne se laisse faire. Elle n'a jamais eu de chance dans la vie, pense-t-elle. Elle n'a jamais rencontré que des hommes égoïstes, conquérants et grossiers. Elle tient sa revanche. Elle a l'intention de la savourer. Pourtant, dans le ciel passionné de Raymond Bardin commence à se former un tout petit nuage. Lucienne Kléber ne vit pas aussi seule qu'elle l'a prétendu au cours de leur première rencontre. Il y a un autre homme dans sa vie. « Qui est-ce » demande Raymond. « Oh, c'est une vieille liaison. Faut pas y attacher d'importance. »« Mais si, Lucienne. Tu sais très bien que c'est important pour moi. Il faut absolument que tu règles cette histoire. T'inquiète pas, j'y suis décidé. Ce n'est plus qu'une question de jour. » Bardin accuse tout de même le coup. Il devient jaloux, méfiant. Il exige la rupture. Lucienne élude la question, puis elle promet, mais sans beaucoup de conviction. Bref, Bardin n'a pas de mal à imaginer que les 500 kilomètres qui les séparent accordent à sa maîtresse une liberté bien dangereuse. Il lui fait des reproches qu'elle n'accepte pas volontiers. Des brouilles s'élèvent, puis des scènes. Le désenchantement commence à naître dans l'esprit de Raymond Bardin. Il y a maintenant 4 mois qu'il a rencontré Lucienne pour la première fois, un peu plus de 3 mois qu'elle est devenue sa maîtresse. 3 mois pendant lesquels il a éprouvé le sentiment de vivre une vie tout entière. Même s'il se refuse à regarder la vérité en face, il comprend que cette vie est en train de finir, que son aventure se meurt, qu'il va retrouver le vide d'une existence morne et grise, entre son bureau de l'EDF, sa petite maison, son épouse effacée, ses enfants. Alors pour éviter la rupture, il décide de mettre un peu d'ordre dans leur liaison. Il ne veut plus d'une situation ambiguë, flottante, incertaine. Il veut que les choses soient nettes, claires, honnêtes. Il donne rendez-vous à Lucienne pour le week-end du 19 au 20 décembre. Un rendez-vous curieux d'ailleurs, un rendez-vous fixé entre 2 personnes qui commencent déjà à ne plus se comprendre, comme vous allez vous en rendre compte. À quoi pense-t-il, le chef de district Raymond Bardin, employé modèle et père de famille, à quoi pense-t-il ce samedi 19 décembre 1953, tandis qu'il roule de Bordeaux à Paris pour y rejoindre sa maîtresse, l'ensorcelante Lucienne Kléber? Il a beaucoup de soucis, Raymond Bardin. D'abord, sa double vie commence à lui coûter très cher.
Il a emprunté des sommes importantes autour de lui, des sommes qu'il aura du mal à restituer. Ensuite, il vient d'apprendre l'existence d'un autre homme dans la ville Lucienne, une vieille liaison, prétend-elle, dont elle n'arrive pas à se débarrasser. C'est pour essayer de mettre un peu d'ordre dans leurs relations actuelles et futures que Raymond Bardin fait le voyage. Parvenu à Tours, il fait halte et téléphone chez sa maîtresse. C'est la mère de Lucienne qui répond. « Allô? Bonjour Madame Kléber, Raymond Bardin à l'appareil. Pourrais-je parler à Lucienne? »« Monsieur Bardin? »« Mais... Lucienne n'est pas là, Monsieur Bardin. Elle est partie pour Bordeaux au train de 12h30. »« Partie pour Bordeaux? Enfin, je ne comprends pas. Nous avions convenu que je venais la retrouver à Paris. » C'est pourtant ce qu'elle m'a dit, Monsieur Bardin. Bardin raccroche furieux et déconcerté. Il téléphone à l'hôtel bordelais où Lucienne a l'habitude de descendre. Il laisse un message pour annoncer son arrivée aux premières heures de la matinée. Il est tard, très tard, mais il reprend la route. Effectivement, ce n'est que dans la matinée du dimanche qu'il retrouve Lucienne. Comme à chacune de leurs rencontres, il est émerveillé. Il oublie momentanément ses soupçons, ses rancunes. Il lui offre un somptueux repas dans un très beau restaurant et puis ils partent faire une longue promenade en voiture dans la campagne bordelaise. Et petit à petit, ses inquiétudes reviennent à la surface. Il est question de leurs allées et venues, de la difficulté qu'ils ont à se voir, de ses problèmes familiaux à lui, de l'existence de cet homme dont elle lui a parlé, dont il ne sait rien, tout ce qui les sépare, les barrières sociales, la distance, les préjugés, l'argent, la jalousie, tout reprend corps, acquiert une consistance de plus en plus ferme, de plus en plus insurmontable. Lucienne ne se montre guère conciliante à la vérité. On dirait qu'elle prend plaisir à irriter Raymond. Peut-être, de son côté, est-elle décidée à rompre. Bien entendu, on ne le saura jamais, mais elle a tort. Elle a tort de pousser à bout un amant jaloux, exaspéré par son attitude, mais aussi épuisé par 24 heures de route, malade de sommeil, à bout de force. Et c'est alors qu'elle recommence à parler d'argent. Il ne lui en donne pas assez, elle en réclame encore. Elle ne sait probablement pas qu'il s'est couvert de dettes. Elle croit toujours au mythe de l'ingénieur propriétaire terrien, futur châtelain. Bardin se sent pris au piège. Il refuse de lui donner ce qu'elle lui demande. Elle s'énerve, elle le brave, elle l'insulte presque. Il roule sur une petite route déserte au milieu d'une forêt de pins. Bardin donne un violent coup de frein qui fait glisser entre eux un objet lourd, dissimulé sous son siège. C'est un pistolet que Raymond ramasse vivement. Prise de panique, Lucienne se jette sur lui pour le lui arracher des mains. Il se défend. Elle se met à hurler. « Mais qu'est-ce que tu crois donc depuis le temps? Tu t'imagines que c'est pour ta sale gueule que je couche avec toi? Tu n'as pas encore compris que c'est ton pognon qui m'intéresse. Tu ne t'es jamais donc regardé, mais c'est pas possible. Lucienne, tu sais à quel point je t'aime. Je me fiche pas mal de ton amour. J'en ai un autre qui m'aime mieux que toi, et que j'aime aussi, et que je n'ai pas l'intention de quitter. » Raymond tire. Il tire 2 fois. Mais bien qu'il soit à bout portant, il manque Lucienne. Il la manque 2 fois. Elle parvient à ouvrir la portière, et tout en continuant de hurler sa haine et son mépris, elle bondit sur le talus. Bardin saute derrière elle. Il a jeté son pistolet, mais il tient un couteau, un vieux couteau qui se trouve dans la voiture et qui lui sert, par temps de pluie, à nettoyer ses garde-boue. C'est à une autre tâche qu'il va lui servir aujourd'hui. Bardin frappe. Il frappe 7 fois, à la poitrine et au ventre. Il frappe cette femme à qui il doit les seuls jours de bonheur qu'il a eus, les seuls jours de soleil d'une existence obscure et qui vient de le plonger dans le plus profond, dans le plus insupportable désespoir. Il ne frappe pas seulement la jeune femme. Ce couteau ébréché qui taille dans une jeune chair, c'est aussi les illusions, les espoirs, les raisons de vivre de Bardin qu'il assassine. C'est sa vie même qu'il réduit à néant. Le meurtrier se relève un peu hébété, les cris se sont tus. Que vient-il de faire? Pour lui maintenant, une très longue nuit va commencer. Une nuit dont il n'a gardé presque aucun souvenir. Ce sont quelques indices plus tard qui permettront d'en fixer les étapes, sans grande précision d'ailleurs. Pour l'instant, tout ce que l'on sait se résume à peu de choses. Bardin ramasse le corps de son ami et le jette quelques heures plus tard, juste avant l'aube, dans la Dordogne, par-dessus le pont de Cubzac. La nuit s'achève, une nouvelle journée commence, la première journée d'une vie d'assassin. Raymond Bardin a prévenu sa femme qu'il ne rentrerait pas avant le lundi soir. C'est un homme ponctuel, c'est donc le lundi soir qu'il se retrouvera chez lui. Que fait-il depuis le moment du meurtre jusqu'à l'heure de son retour? Roule-t-il éperdu dans la campagne bordelaise, épuisé par une journée et demie sans sommeil?
S'est-il assoupi dans sa voiture, dissimulé au fond d'un bois? Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il repasse 1000 et 1000 fois dans sa tête l'histoire de son amour pour Lucienne et les circonstances du drame. Leur rencontre d'abord dans un restaurant comme au cinéma, l'éblouissement provoqué en lui par cette jeune femme élégante, l'émerveillement de la tenir quelques semaines plus tard entre ses bras, l'argent qu'il lui a donné, un argent qu'il a dû emprunter auprès de différents amis, dès que ses économies ont été épuisées. La révélation soudaine de l'amant parisien, vieille liaison sans importance, disait-elle d'abord, en fait, liaison plus sérieuse, profonde et peut-être complice. Enfin, ce rendez-vous à Bordeaux, la promenade dans la campagne hivernale, le cynisme de Lucienne, ses exigences, son mépris, le désespoir de Raymond et ses coups de couteau affolés, irrémédiables. Et maintenant, il faut rentrer à la maison, retrouver une femme et 4 enfants, sourire à tous, préparer Noël. C'est bien de Noël qui va être question désormais. Il rentre pourtant. Il fait tant bien que mal bonne figure. Une nouvelle nuit se passe, une nuit traversée de cauchemars. Un nouveau jour se lève, sur un cauchemar d'une toute autre nature. Un cauchemar en 3 étapes. Première étape, mardi matin, 22 décembre, le téléphone sonne. « Allô, Monsieur Bardin? Ici Jean-Pierre Galbaud. Mon nom ne vous dit rien? Vraiment? Je suis l'ami de Lucienne Kléber. Elle devait rentrer hier soir à Paris. Je me suis dit que vous auriez peut-être de ses nouvelles. » « De ses nouvelles? Non, monsieur, non, je n'en ai pas. Pourtant, elle m'avait bien dit qu'elle allait à Bordeaux pour vous y rencontrer. Eh bien, je ne l'ai pas vue, voilà tout. Vous en êtes bien sûr? N'insistez pas, monsieur. » Bardin raccroche. Il s'appuie un instant contre le mur du salon parce que sa tête tourne. Jean-Pierre Galbaud, l'amant de Lucienne. S'il laisse tout être quelque chose, celui-là. Mais il n'aura tout de même pas le culot de se manifester. Il n'aurait pas le beau rôle. Madame Bardin surgit à ses côtés. Elle n'est pas tranquille. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Alors elle n'est pas tranquille. Elle veut savoir. Elle a le droit de savoir. Bardin s'effondre. Il avoue. C'est vrai, il a une maîtresse depuis quelques semaines, mais c'est bien fini. Oh, ça, oui. Qu'elle ne s'inquiète pas, c'est bien fini. La journée de mardi se passe entre le bureau et la maison dans une sorte de rêve éveillé. Deuxième étape, mercredi matin 23 décembre. Nouveau coup de téléphone, c'est encore Galbaud, mais il est à Bordeaux cette fois, et il menace. Écoutez, Bardin, je suis certain que Lucienne est venue ici. Vous me dites que vous ne l'avez pas vue, je veux bien vous croire. Quoi qu'il en soit, il faut faire une déclaration à la police. À la police? Mais pourquoi? Après tout, Lucienne n'a aucun compte à nous rendre. Si elle veut prendre quelques jours de vacances, c'est bien son droit. Non, Bardin, elle ne m'aurait pas laissé sans nouvelles. Vous allez venir me rejoindre à Bordeaux. Nous irons ensemble déclarer sa disparition à la police. Mais enfin, si vous ne venez pas tout de suite, je vais vous chercher. Bardin a compris. Le scandale le guette, il prend sa voiture et file à Bordeaux. Effectivement, il signale à la police la disparition d'une jeune femme de sa connaissance qui aurait quitté Paris en voiture avec des amis le samedi précédent et qui n'a pas donné signe de vie depuis 4 jours. Le mercredi se traîne. Le jeudi en fait autant. Le soir, c'est la lugubre veillée de Noël. Madame Bardin ne comprend pas le sens de ce somptueux manteau de fourrure. Hélas, rien ne prouve qu'il lui était destiné. N'était-ce pas un ultime moyen de conserver Lucienne? Pauvre Lucienne, qui n'aura plus jamais besoin de fourrure ou d'aucune sorte de manteau. Il reste encore un jour de répit, un jour de sursis, un jour de plus à vivre dans l'angoisse, le désespoir. Et puis c'est la 3e étape. Le matin fatal où le commissaire Dufil vient chercher Raymond Bardin à son domicile. Il ne s'agit que d'enregistrer son témoignage, bien entendu, mais le soir même, le meurtrier signe des aveux complets. Nous voilà au bout de notre histoire, tout le reste appartient à la routine judiciaire. Tout au plus pourrait-on se poser une question. Comment la police en est-elle venue si vite à soupçonner Raymond Bardin alors que sa liaison était conduite avec une assez grande discrétion? La réponse est très simple. Jean-Pierre Galbaud. Il est facile de supposer que cet amant passionné lui aussi, jaloux lui aussi, angoissé lui aussi, s'est empressé de raconter toute l'histoire à la police en insistant sur l'intention de Lucienne de rompre avec Bardin.
Il fallut 1 mois pour qu'un pêcheur à la ligne découvre le corps de la jeune femme. Cette découverte n'ajouta rien de plus à l'enquête. Pendant l'instruction de son procès, Raymond Bardin manifesta soudain des troubles mentaux assez graves. Ses propos devenaient incohérents. Il avait perdu la mémoire de tous ses actes. On dut le transférer dans un hôpital psychiatrique. 1 an plus tard, Bardin se présentait devant la justice des hommes. Cette justice lui fut indulgente. Les jurés prirent en considération sa douceur habituelle, son intégrité, mais aussi les troubles provoqués par sa déportation et puis par une aventure au-dessus de ses forces. On le condamna à 4 ans de prison, juste pour la forme. Rien d'extraordinaire, penserez-vous, dans ce dossier? Je n'en suis pas aussi sûr que vous. Ce n'est pas tous les jours qu'un homme modeste, ponctuel, ordinaire, croise le chemin parfumé d'une femme fatale. Ce n'est pas tous les jours que la vie se met à ressembler à un scénario de cinéma. Et naturellement, comme au cinéma, cela se termine très mal. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Direction artistique, Xavier Joly. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare.